Bonjour à tous. Merci de nous retrouver sur Acteurs Publics TV en direct de la Cour des comptes à l'occasion des rencontres des acteurs publics. Notre journée de débat et d'échange consacrée aujourd'hui à la transformation numérique du service public. Et nous allons désormais parler des usagers et de leur place au sein de cette transformation numérique. Plateforme unique avec le site servicepublic.fr, système d'authentification simplifié avec France Connect, les exemples de transformation numérique ne manquent pas dans le service public. Mais il n'y a pas de secret, cette transformation ne sera réussie que si elle répond à un impératif de performance, mais aussi et surtout si elle prend en compte les besoins des usagers et facilite leur accès au service public. Comment donc faire pour ne pas oublier l'usager tout en accélérant la transformation numérique de l'État? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau aujourd'hui Arnaud Bontemps. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auditeur à la Cour des comptes dans cette maison, merci d'être là. Antoine Darod, ensuite, vous êtes le directeur de l'Agence du numérique, merci. Thierry Despeyrat, vous êtes le sous-directeur des systèmes d'information de la DILA, la direction de l'information légale et administrative. Bonjour. Et enfin, Pascal Luciani-Boyer, bonjour. Vous êtes conseillère municipale de Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne et membre du conseil d'administration de la RATP. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Et nous allons désormais discuter donc de cette place de l'usager dans la transformation numérique de l'État. Je l'ai dit en introduction, la transformation numérique de l'État doit répondre à plusieurs objectifs. Réduction des coûts, satisfaction des usagers et services de qualité, efficience et qualité, ces notions sont-elles opposables ou au contraire complémentaires, Arnaud Bontemps? Je ne pense pas qu'il puisse y avoir de contradiction entre efficience et qualité. L'efficience, en fait, c'est le rapport qualité-prix, ce n'est pas autre chose que ça. Donc on a toujours intérêt à améliorer l'efficience, c'est une mesure de bonne gestion où on augmente la qualité, où on diminue les prix, où on peut faire un peu des deux. La spécificité, ou une des spécificités du numérique, c'est la capacité à dégager d'importantes, voire très importantes marges d'efficience, et donc d'améliorer très substantiellement la qualité du service et ou de diminuer fortement les coûts. Mes secteurs de prédilection, c'est la sécurité sociale et la santé. On a, avec les feuilles de soins électroniques, dégagé, par exemple, des marges d'efficience considérables. En 5 ans, on parle de 1500 ETP. La condition pour pouvoir dégager ces marges d'efficience, c'est l'investissement. Et c'est ce que rappelait la Cour dans son rapport public annuel 2018. C'est de pouvoir voir un tout petit peu plus loin que le court terme et de prendre le temps et se donner les moyens d'investir pour ensuite dégager des retours sur investissement conséquents. Ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas opposer prix et qualité véritablement de la transformation numérique. C'est un constat que vous partagez, Antoine Darod? Oui, tout à fait. Le numérique est un vecteur d'amélioration de l'action publique, avec quand même une singularité très forte. C'est qu'on parle de l'État, et donc c'est une organisation un peu particulière. Certes, comme toute entreprise privée, il faut être le plus efficace possible, il faut répondre le plus aux attentes de qualité des usagers. Mais comme on est l'État, on a aussi une exigence d'égalité de l'ensemble des citoyens. Ce qui signifie qu'il faut qu'on serve 100%. Et ça, c'est une contrainte supplémentaire qui est considérable. Une entreprise privée qui se numérise, une organisation privée qui se numérise, elle peut laisser de côté les 5 derniers pourcents, parce que généralement, elle va augmenter sa productivité, sa qualité de service, en laissant les 5% de côté. Nous, on ne peut pas se le permettre. Et c'est une exigence qui est très forte. De même que l'État a une responsabilité qui est aussi d'organiser le vivre ensemble. Et donc, dans la question de l'amélioration de l'efficacité de ce que l'on rend au service public, il faut aussi se dire comment on fait en sorte que ces actions permettent de conserver une façon de vivre ensemble et que la dématérialisation généralisée est un danger pour cette cohésion nationale. Et donc, on doit avoir une vision de la transformation numérique de l'État, qui est certes la transformation du numérique d'une organisation d'une manière générale, mais d'une organisation très particulière. Les études qu'on a fait, et encore le dernier rapport qu'on a remis au secrétaire d'État au numérique récemment, soulignent qu'on a près de 20% des Français qui ne sont pas du tout prêts à cette transformation numérique. Donc, soit on a une logique purement d'efficacité organisationnelle et on se dit on fait les 80%, les 20% on verra après, mais ce n'est pas celle qui est retenue parce qu'on est dans une organisation bien particulière dans laquelle l'égalité a un sens et le 100% a un sens. Donc il faut qu'on envisage une dématérialisation d'une manière un peu spécifique et pas complètement calée sur ce qui peut se faire sur d'autres organisations. D'accord, cette obsession de l'usager, c'est d'importance, Pascal Luciani-Boyer?
Oui, alors, je m'exprimerai en tant que représentante dans ce cas-là de collectivité territoriale, parce que ce sont les maires, c'est bien connu, qui sont les premiers interlocuteurs de ces usagers. Je préfère les appeler les citoyens, si vous m'y autorisez, parce que ce sont les deux. Et lorsqu'on parle d'efficacité du secteur public et de l'État, on parle d'efficience également. Et la plupart des indicateurs qui sont utilisés, et vous ne me démentirez pas, ce sont la rapidité de la réponse. C'est les équivalents temps plein qui ont été économisés par rapport au service rendu. Il y a très peu d'indicateurs de l'autre côté qui sont côté satisfaction des citoyens. Et ceux que l'on va utiliser, ce sont ceux qu'on va proposer. Donc, est-ce que vous êtes content du service rendu? Oui, non. Est-ce que ça a été assez vite? Mais on est beaucoup moins proactif lorsqu'on va chercher est-ce que le besoin a été rempli? Parce que parfois, le besoin n'était pas celui qui a été proposé. Et donc, il faut être plus attentif. Il faut que l'État également soit plus attentif à ce que les indicateurs de la population, que sont ces citoyens usagers, soient véritablement pris en compte, pas uniquement du point de vue de nos administrations centrales qui disent ça coûte moins cher, ça va plus vite, c'est mieux garanti, c'est vrai. Ce sont des indicateurs tout à fait justes et pertinents du point de vue de l'État. Et du point de vue du citoyen usager, parfois, on aurait des surprises. Il y a d'autres recherches, d'autres besoins qu'il va falloir également nourrir dans le futur et sur lesquels le numérique a sa part à jouer. Thierry Despeyrat, je me tourne vers vous. Madame vient de dire qu'il faut, l'État doit être plus attentif, en tout cas, aux besoins des usagers. On connaît les contraintes budgétaires, en tout cas, de l'État. C'est un constat que vous partagez également, qu'il faut accélérer, bousculer un petit peu. Bousculer, je ne sais pas, mais effectivement, le numérique est clairement au cœur de la stratégie de la DILA aujourd'hui, au cœur de notre positionnement. Plus généralement, effectivement, l'usager est au centre de nos préoccupations. Donc, pour replacer un petit peu les choses, donc, la direction de l'information légale et administrative est l'opérateur de sites majeurs de la toile gouvernementale. Donc, vous le citiez, hein, le site officiel de l'administration française, qui est le site service public, qui a 280 millions de visites annuelles, donc 280 millions de visites en 2017, et à peu près, en 2017 également, près de 4 millions de démarches servies en ligne. Donc, évidemment, nous sommes bien évidemment à l'écoute et au service de nos citoyens. L'ADILA est également l'opérateur du site de diffusion du droit, donc le site Légifrance, avec 117 millions de visites l'année dernière. Et ce service du citoyen, nous le faisons également à travers des sites de diffusion d'informations et de documentation qui visent à éclairer nos concitoyens sur tous les enjeux du débat public, à savoir les sites La Documentation Française et Vie Publique, qui sont également des sites consultés qui apportent des informations complémentaires qui permettent d'éclairer nos concitoyens. D'accord, donc il n'y a pas une seule casquette, en tout cas pour l'usager, Antoine Bontemps. Voilà, il y a la casquette de l'usager qui revêt en tout cas plusieurs profils. Il y a le contribuable et aussi le citoyen qui se cache derrière. Donc comment, en tout cas, l'État prend en compte cette logique usagée véritablement pour attirer et toucher tous les profils d'usagers véritablement? Vous l'avez dit, il me semble que c'est le principal. Il y a différents profils. L'usager en lui-même a plusieurs casquettes et il y a différents profils d'usagers. C'est quoi le lien de tout ça avec la transformation numérique? C'est que justement le numérique permet d'adapter le service et la qualité du service à chaque catégorie d'usagers. Pour les usagers les plus éloignés des services publics, numériques ou non, voire numériques ou non, on va pouvoir investir beaucoup plus de temps et réinvestir les marges d'efficience qu'on a pu dégager pour accompagner l'humain et s'investir dans des services avec plus forte valeur humaine ajoutée. Pour les services ou les usagers les plus rompus aux usages du numérique, à ce moment-là, on va exploiter toutes leurs capacités d'investissement. On peut imaginer énormément de services qui vont de l'open source, de l'open data, de données qui vont permettre à ces usagers qui ne demandent qu'à s'impliquer dans mieux et plus de services publics de nous faire bénéficier de l'ensemble de leurs compétences. Et on va pouvoir aussi s'adresser à la très grande majorité des citoyens qui ne sont ni l'un ni l'autre. Et pour eux, on va se diriger vers des services publics qui seront plus agiles, plus robustes, de meilleure qualité. Et c'est aussi ça la grande plus-value du numérique, c'est de pouvoir construire des parcours d'usagers, des parcours d'utilisateurs au sein de chacun des services publics. Je me permets de revenir en tout cas sur vous évoquez le rapport public annuel de la Cour des comptes, dans lequel la Cour des comptes s'est penchée en tout cas sur la transformation numérique de l'État en l'appelant notamment à changer de siècle. C'est une citation de la Cour des comptes.
et ce notamment par l'amplification, la modernisation numérique, par le développement de services publics numériques selon des méthodes agiles. En somme, valoriser les individus et leur interaction plus que les processus et les outils. Ce n'est pas le cas actuellement ? Ça l'est de plus en plus. Il faut aller plus loin. Absolument. Est-ce que c'est fait aujourd'hui ? On commence. Est-ce qu'il y a des marges de progrès ? Très clairement. Et donc, bien sûr, mettre l'usager au cœur de la transformation numérique de l'État, c'est indispensable, parce que le sens de l'État, vous le rappeliez, Madame Luciani-Boyer, c'est l'usager, ou c'est le citoyen, c'est le contribuable, c'est l'ensemble des personnes qui font notre société. Et donc, tous ces méthodes ou ces éléments que vous avez cités, des services agiles, ou enfin des méthodes agiles, c'est simplement un mot technique pour dire que dans la conception du service public, on va à chaque moment interagir avec l'usager pour s'assurer que le service public soit conçu pour lui. C'est rien d'autre que ça, une méthode agile. Et donc c'est très différent de ce qu'on connaissait avant, où on essayait d'évaluer le besoin avant, on construisait le produit, puis on testait, on voyait si c'était là, et si on remplissait le besoin. Donc quand on dit méthode agile, c'est pas très technique, mais c'est qu'un des moyens parmi d'autres de prendre en compte les usagers. Antoine Darod, en tout cas, voilà, sur ces méthodes agiles, sur la prise en compte de l'usager dans les processus, en tout cas de l'administration, il y a beaucoup de chemin à faire encore, à amplifier, ou ce qui existe actuellement est déjà satisfaisant. On sait très bien que voilà, il faut toujours aller plus loin. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites, c'est vrai. Il y a probablement une amélioration, des pistes d'amélioration en termes de mutualisation, parce qu'aujourd'hui, chacun a un peu son dispositif d'accompagnement. Or, on voit bien que si on va embrasser très large, il va falloir être un peu plus efficace et donc structurer un peu cet accompagnement du citoyen, non seulement aux démarches administratives, mais plus généralement à cette révolution numérique. Il faut quand même avoir bien conscience que dans les territoires, chez les vrais gens, numérique, ça résonne souvent comme on va me supprimer mon bureau de poste, on va me supprimer ma mairie, on va me fermer ma sous-préfecture. C'est ça le numérique dans la réalité des vrais gens dans les territoires. Et donc on a, au-delà du processus d'accompagnement individuel de chacun des administrés, on a un vrai discours aussi et une histoire à mettre en place pour montrer que le numérique, ça peut être au contraire l'occasion, voire le prétexte, de se réinventer un certain nombre d'actions publiques locales, encore une fois, de vivre ensemble. Dans l'accompagnement au numérique, il ne doit pas être déshumanisé, il ne doit pas être même désincarné. Nous, on est convaincus qu'un maillage de lieux dans les territoires, donc avec les collectivités territoriales, où on mutualiserait cet accompagnement des usagers, des citoyens, dans leur démarche administrative, c'est ça qui est important au sein de tiers-lieux, d'ailleurs, qui permettraient le brassage de différentes choses, aussi bien pour accompagner une personne à simplement faire des démarches élémentaires en ligne ou écrire son CV, mais pourquoi pas également trouver dans le même lieu un espace de coworking, pourquoi pas une imprimante 3D qui peut servir à des artisans locaux. Bref, on a des choses à réinventer au-delà même du simple accompagnement de la transformation numérique de l'État. Ce n'est pas qu'un changement d'organisation, c'est un changement aussi qui est important vis-à-vis de l'action publique telle qu'elle est perçue par nos citoyens. Il ne faut jamais être décorrélé du ressenti. Nous, on a la chance de se déplacer très souvent dans les territoires et j'ai l'impression, j'ai le sentiment d'une fracture croissante entre ce qu'on peut penser et concevoir, designer au niveau national et ce qui peut être ressenti localement, et je pense qu'il faut veiller à cet accompagnement. Vous parlez de fractures croissantes, en tout cas dans les territoires. Vous observez aussi cela, Pascale Luciani-Boyer ? Alors, il y a une fracture croissante entre les personnes selon le lieu où ils vivent et selon la culture qu'ils partagent. Je ne vais pas faire de fracture urbaine, non urbaine, parce que ce n'est pas ça. Vous avez parlé toute la journée, d'ailleurs, vous avez utilisé tous les mots à la mode qui sont agilité, d'ailleurs on vient d'en reparler, mais c'est juste l'air du temps, ça n'est pas un reproche. On a aussi beaucoup parlé d'IA. Il y a 10 ans, on parlait de numérique, et il y a encore 10 ans en arrière, on parlait de NTIC. À chaque fois, qu'est-ce que l'on dit ? On dit qu'il y a des choses, il y a des éléments nouveaux qui arrivent, et il faut que la population, que les citoyens se l'approprient en même temps que l'ensemble de nos structures administratives, que sont l'État et les collectivités territoriales. Et en réalité, ce qu'on observe comme fracture, c'est ceux qui veulent et ceux qui peuvent.
Il y a ceux qui ne peuvent pas, pour différentes raisons, ça va s'appeler la fracture numérique. Et donc là, il y a tout un programme d'accompagnement pour ce qu'on va appeler l'inclusion numérique des publics éloignés. On va mettre tout le vocabulaire qui va derrière. Qu'est-ce qu'on dit derrière? C'est des gens qui ne peuvent pas, soit qu'ils n'ont pas encore les moyens, donc les connectivités nécessaires, soit qu'ils ne peuvent pas, pour d'autres raisons personnelles, d'apprentissage. Et puis il y a aussi ceux, et ça on n'en parle jamais, et nous sur les territoires on les voit, ceux qui ne veulent pas. On en parle peu et on n'évoque pas non plus tous ceux qui se disent « mais en fin de compte, moi je préférais avant ». Dans tous les cas, pour ces deux types de populations, c'est bien un problème d'acculturation du sujet. Ça a été évoqué aujourd'hui. Ce qui m'ennuie un petit peu, c'est qu'il y a 10 ans, on évoquait la même chose. J'ai le sentiment, qui est peut-être partagé par quelques-uns qui sont dans cette salle et avec lesquels on s'est rencontrés à plusieurs reprises, que l'acculturation n'a pas été aussi vite que la transformation de nos organisations. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on n'arrête pas de nous dire que l'administration publique va moins vite, serait moins performante. Moi j'ai le sentiment que nos populations sont restées au même stade qu'elles avaient il y a presque 10 ans parce qu'on parle encore de dématérialisation, c'est vrai, c'est un des enjeux, ça n'est pas le seul. Et de l'autre côté, très très loin, on parle d'algorithmes et on parle d'IA. Et au milieu, les modifications, les réorganisations, ce que vient de rappeler Antoine Darotte tout à l'heure, tout ce que l'on va voir arriver sur les territoires, ça n'est pas l'État central qui va expliquer à toute la France la manière de se réorganiser parce que le numérique est venu disturber ou en tout cas transformer plus que ça, à apporter une mutation profonde dans nos systèmes d'organisation. Ça, ce sont les territoires qui vont le faire, avec des outils, avec une impulsion de l'État, avec une volonté de l'État, avec un accompagnement de l'État, avec des services d'État en partie et des services qui vont se mettre en place localement. Et pour ça, il faut que nos populations soient accompagnées. C'est tout l'enjeu du programme actuel qui est porté aussi par Société Numérique auprès de l'agence numérique, l'inclusion des publics, mais les deux, ceux qui ne peuvent pas et ceux qui ne veulent pas. Vous évoquez l'inclusion numérique, en tout cas, je pense à l'action de la DILA, Thierry Despeyrat. Cette inclusion numérique au travers de tous vos services, que ce soit en matière d'information légale administrative ou bien sûr avec le site servicepublic.fr, comment vous y contribuez véritablement à cette inclusion numérique? On sait que c'est une adaptation quotidienne, j'imagine. Oui, tout à fait. Donc, on en tient compte au quotidien. Donc, quand on travaille sur nos sites internet, donc bien sûr, il y a une démarche d'amélioration continue sur ces sites internet. Et puis, de temps en temps, ils sont modernisés de façon plus radicale. Donc, à ce titre, le site Service Public a été complètement repensé en 2016. Et bien évidemment, quand on se repose la question, on se dit, on va le repenser en visant le maximum de simplification du parcours des usagers. Donc, un parcours le plus simplifié possible. Bien évidemment, quand on parle également d'inclusion, on se dit qu'il faut viser tous les usages, donc des usages sur des terminaux mobiles. Donc on s'appuie également sur les techniques de type responsive design, donc de manière à ce que le site puisse être consulté aussi bien sur les PC traditionnels que sur les terminaux mobiles, smartphones et tablettes, qui, soit dit en passant, représentent 40% des consultations aujourd'hui, des 280 millions de consultations annuelles. Et puis bien évidemment, dans le côté inclusion, il y a toujours le thème d'accessibilité. Donc l'accessibilité qui est vraiment primordiale pour les sites internet de l'État ou des entreprises. Donc c'est vraiment une dimension qu'on le prend en compte dans nos évolutions. Et à cet égard, le site Service Public a obtenu le niveau maximum du label e-accessibilité délivré par la DINSIC en 2017. Donc c'est vraiment un axe également sur lequel on est très, très vigilant, que ce soit pour Service Public, Légifrance ou les autres sites de la DILA. Mais répondre aux attentes des usagers et le rendre accessible, en tout cas le service public, ces attentes, il faut déjà les connaître. Comment la DILA, en tout cas, cherche à les connaître et comment... on sait que c'est un enjeu. Là, on revient complètement sur ce qu'on évoquait, là, à savoir les méthodes, ou plus généralement les démarches agiles. Donc, au-delà de la méthode, c'est plutôt un état d'esprit ou un ensemble de bonnes pratiques. Donc, clairement, dans ces démarches-là, ce qu'on essaye de faire, c'est de favoriser la transversalité et également la participation. Donc, c'est des démarches hautement participatives. Donc, clairement, l'idée ici, c'est d'associer les usagers à toutes les étapes clés du projet, donc très en amont. Donc clairement, c'est une approche centrée sur les usagers. Donc on les convie à des rendez-vous, on fait des entretiens en amont, on fait des enquêtes de satisfaction, on leur demande leur avis. Donc on organise notamment ce qu'on appelle des rencontres usagers, dont la dernière s'est tenue en ce début de cette semaine. Donc on organise des entretiens avec des usagers qui nous remontent leurs attentes, les points forts, les points faibles, ce qu'il faut améliorer. Donc ça, c'est en amont, en mode projet. Et puis tout au long de la vie du site, on laisse la possibilité aux usagers de s'exprimer sur
leur expérience utilisateur, de dire ce qui leur a plu, ce qui leur a pas plu. Donc à cet égard, du côté de service public, on a 80 000 remontées d'usagers par an, donc 80 000 suggestions d'amélioration, bien évidemment, que l'on traite et dont on tient compte pour les évolutions du site. Arnaud Bontemps, cette participation citoyenne, elle est primordiale selon vous aussi pour la transformation et l'accélération de la transformation numérique de l'État? Oui, bien évidemment, et à plusieurs niveaux. Quand on dit participation citoyenne, on peut entendre ce que j'ai essayé d'évoquer un peu des tout à l'heure. attentes véritablement. Alors, il y a d'abord la participation des geeks, si on veut dire, et la mobilisation des geeks. Ça, c'est une participation continue qui commence à être faite et qui est de plus en plus développée, les hackathons, etc. Il y a les remontées des attentes. Et les remontées des attentes, en réalité, c'est indispensable. Ça peut se faire avec action active de l'usager ou non. Et déjà, sans action de l'usager, penser à l'usager, c'est un changement. On parle d'interface, ou on réfléchit à l'interface des services publics avec les usagers depuis quelques dizaines d'années maintenant. La charte Marianne, c'était rien d'autre qu'une notion élémentaire de ce qu'on appelle aujourd'hui l'UI, l'interface utilisateur. Et c'est comment est-ce qu'on est bien reçu dans un service public. Derrière, il y a l'UX, le User Experience en bon anglais, le parcours de l'utilisateur ou de l'usager. Ça, on le développe aussi d'une manière croissante. La logique de guichet unique, qu'elle soit numérique ou non, c'est rien d'autre qu'une notion de parcours. Ce qui est intéressant de comprendre ici dans le numérique, c'est que ces notions-là, elles sont dans le numérique, mais elles sont aussi dans l'ensemble des services publics, y compris physiques, et elles transforment la logique même de l'administration. C'est plus l'administration qui sait mieux que l'usager, qui qui le regarde un peu de haut et qui conçoit des services publics, mais c'est une construction qui va être commune et une prise en compte systématique des attentes avec des retours d'expérience, vous le disiez, des enquêtes de satisfaction, mais aussi simplement par des tests, l'A/B testing, où il y a beaucoup d'autres moyens de prendre en compte l'usager sans même qu'il s'en rende compte. Et on peut passer à un stade supplémentaire, on va penser à l'usager, on peut aller vers l'usager et cibler nos services publics, cibler les bénéficiaires des aides pour essayer par exemple d'éradiquer le non-recours à des droits. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire sans même que l'usager en soit conscient, mais toujours en prenant en compte ces retours qui peuvent être multiples et exprimés de multiples manières. Prendre en compte les retours, en tout cas des usagers, ça pose la question, je l'ai dit, de la faculté, en tout cas l'administration, à les prendre en compte. Antoine Darrotte, selon vous, l'administration en tant que telle, prend-elle suffisamment en compte les attentes d'usagers pour accélérer, pour transformer, ensuite, se transformer numériquement? Je pense que beaucoup de choses ont été faites. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Il y a quand même, quand on regarde sur les 3 dernières années, on a eu des évolutions très positives. Maintenant, il reste encore beaucoup de choses à faire et toujours dans l'idée de voir comment, derrière le guichet unique, il y a aussi une coordination et une mutualisation des moyens d'accompagnement des usagers par l'ensemble des administrations, des services de l'État. Il y a des évolutions pour le désilotage des actions, mais il y a encore, de mon point de vue, c'est le point sur lequel on peut le plus encore avancer pour que, pour le citoyen, il y ait une interface unique, lisible, qui soit rassurante, parce qu'il ne faut pas oublier que le numérique, c'est quand même assez flippant, en fait, pour beaucoup de gens, et que l'État est aussi là pour donner un guichet d'accompagnement qui soit rassurant, neutre, objectif, et qui donne confiance à l'usager final. Vous parlez de désilotage en tant que tel, de questions culturelles. Pascal Luciani-Boyer, cette question culturelle, en tout cas les collectivités, sont-elles en retard, en tout cas en prise en compte de la transformation numérique et de prise en compte de la logique usager, véritablement, de l'usager? Vous plaisantez, je pense, c'est ça. C'était une plaisanterie. Non, réellement, quand on regarde, on remonte dans le temps, les collectivités locales, parce que la granularité est plus petite, certaines d'entre elles ont été vraiment pilotes et ont donné aussi le là à l'État central. On parle ici de plateformes, les premières plateformes que l'on va retrouver d'usagers, en tout cas les plateformes citoyennes, la relation citoyenne. Donc toutes ces plateformes-là, elles arrivent il y a déjà 10 ans.
il y a au moins 10 ans. J'ai très nettement en tête une date qui est 2008, mais je pense qu'il y en a même avant. Donc il y a déjà 10 ans. L'État va se réorganiser sur cette logique un peu plus tardivement. En tout cas, elle va le massifier un peu plus tardivement, mais c'est bien normal, on n'est pas sur la même taille. Ce qui prouve bien que lorsqu'on veut aller sur de l'expérimentation, ou en tout cas avancer sur des modes d'invention, de réinvention, d'amélioration des services, très souvent, la granularité vis-à-vis de laquelle il faut porter son attention d'abord pour en tirer profit ensuite, c'est souvent à l'échelle locale, en tout cas c'est souvent dans les territoires, pour ensuite le massifier, le mutualiser et peut-être le remonter. En tout cas, il y a les deux, il y a un ascenseur dans les deux sens. Donc très honnêtement, les collectivités locales, pas dans leur globalité, mais pour certaines d'entre elles, ont été vraiment précurseurs, ont véritablement porté tous ces sujets. Les sujets de concertation qu'on évoquait tout à l'heure avec la DILA, les sujets de concertation, c'est d'abord dans les territoires qu'on va les trouver, avant même que l'État puisse avoir les outils et les moyens de s'en emparer, etc. Donc je pense qu'il y a vraiment à regarder la construction de l'État, la réorganisation de l'État, véritablement en regardant à l'aune de ce qui se passe dans nos territoires, de ce qui se passe et qui fonctionne bien dans les territoires, et peut-être de se le réapproprier au niveau central, sachant que la centralité, de notre point de vue aujourd'hui, elle devient diffuse, elle devient juste une toile bien organisée d'un écosystème qui s'appellera aussi l'État plateforme. Est-ce que cette transformation numérique au sein des collectivités, c'est un enjeu démocratique aussi, véritablement? C'est un enjeu de vigilance démocratique, mais pas que pour les collectivités territoriales. Là, pour le coup, pour l'État aussi. On évoquait la partie démocratique et le fait d'avoir accès à l'information. Il y a accès aux services et accès à l'information. Comment est-ce que je comprends que le service m'est rendu ? Alors, c'est tout le sujet de la transparence et tous ces sujets-là, mais également celui de la confiance. Si j'ai bien compris pourquoi le service ne m'est pas rendu, par exemple, parce qu'il y a des raisons à cela, et qu'il y a transparence dans le processus, je vais mieux comprendre et je vais mieux aussi accepter le retour du service ou du non-service rendu. Donc, dans ces enjeux de transparence, il y a la citoyenneté au sens noble, je dirais, pas celui qui est juste en train de mettre un bulletin dans l'urne à un moment donné parce que c'est un électeur. Il y a aussi celui qui co-construit avec les services publics, l'État et les services qu'il souhaite pour demain. Là, on parle de la question de la sensibilisation des acteurs en tant que tels, voilà, aux compétences numériques et voilà, à sa prise en compte de l'usager. Arnaud Bontemps, je tourne vers vous. En tout cas, les agents publics sont-ils suffisamment formés? En tout cas, voilà, on en revient à cette question, parce que c'est une question RH en tant que telle et de formation. Les agents publics sont-ils assez sensibilisés à ces questions de prise en compte de l'usager dans la transformation de l'action publique et numérique dans sa globalité? Alors, est-ce que les agents publics prennent en compte l'usager? J'espère, et je pense que c'est dans l'éthique de beaucoup de fonctionnaires et d'agents publics de se préoccuper des usagers et des citoyens avant tout. Est-ce qu'il y a une formation spécifique, et notamment sur les aspects numériques? Clairement non, et clairement insuffisante. C'était relevé d'ailleurs par la Cour dans le rapport public annuel de février 2018 dont je parlais. La formation, elle peut commencer d'abord par les cadres dirigeants, et de former les dirigeants des administrations centrales aux impacts du numérique et à leur capacité à mieux prendre en compte les citoyens, les usagers, c'est une première possibilité. Deuxième élément, ce serait d'aller chercher et de construire, de consolider une base de talents et des ressources humaines extrêmement formées dont on a besoin pour concevoir ces services. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi une capacité des agents à travailler ensemble, et entre les administrations centrales d'une part, mais aussi entre administrations et collectivités, par exemple. Vous disiez qu'il fallait que l'État s'inspire des collectivités. Je pense qu'il y a surtout des enjeux de travail communs. Un ami me citait récemment cette difficulté à trouver une crèche. Et il cherchait une crèche pour son enfant, petit enfant, et il devait non seulement déposer des dossiers auprès de la commune, auprès des différentes crèches de la commune, de crèches privées, de crèches départementales, etc. Mais c'était des dossiers différents. Donc non seulement on ne se passait pas le même dossier, mais on n'avait pas normalisé les dossiers. C'est un travail très important. Je ne dis pas que c'est facile, mais néanmoins, il y a des efforts massifs à faire. Et alors qu'on dit que la petite enfance est une priorité, peut-être qu'on pourrait commencer par travailler ensemble sur ces sujets. Dernier élément peut-être, c'est de savoir où est-ce qu'on met
nos talents nos talents numériques et nos talents sur l'usager. Dans l'État, on se dit souvent que les meilleurs vont devenir chefs. Certaines startups ont développé un système inverse, où ils se disent que les meilleurs vont être au service client. Et ils vont être, et notamment les développeurs, qui conçoivent le service public, vont être en permanence au contact de l'usager et vont répondre à leurs demandes. Peut-être qu'il y a quelque chose dans le travail quotidien et systématique entre ceux qui conçoivent les services publics et ceux qui répondent aux attentes des usagers, quelque chose à travailler et dont on pourrait s'inspirer beaucoup de ce qui se fait en dehors de l'État. Thierry Despeyrat, peut-être un mot de conclusion, en tout cas sur cet enjeu de formation des agents. Comment cela se passe, en tout cas la DILA, comment les sensibiliser? Ou sur cet enjeu peut-être de co-construction, pour revenir là-dessus, sur la transversalité, puisque effectivement, je pense que c'est important que les administrations travaillent peut-être un peu différemment et un peu mieux ensemble. Donc c'est vrai que sur ce point-là, la DILA ne travaille pas pour compte propre, mais pour rappeler qu'effectivement, on a des partenariats, des partenariats forts avec les différents ministères. Donc clairement, les démarches, les diverses démarches en ligne sont mises en place pour le compte de l'intérieur, de la justice, de l'écologie. Et on offre également un bouquet de services à destination des communes. Donc on a un bouquet de services, des partenariats également avec les collectivités locales. Donc aujourd'hui, c'est à peu près 8000 communes qui sont reliées à ce bouquet de services. Typiquement, c'est les demandes de changement d'adresse, les demandes d'actes d'état civil, la possibilité aussi de s'inscrire en ligne sur les listes électorales. Donc je pense que l'aspect partenarial et l'aspect travail en commun avec les collectivités locales et les autres administrations est à développer et particulièrement important aujourd'hui. Un enjeu en tout cas pour la suite, pour ne pas oublier l'agent, en tout cas dans cette accélération, la transformation numérique. Merci à tous d'avoir répondu présent à notre débat. À bientôt sur Acteurs Publics TV.